Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que ton âme cherche quelque chose que le monde accéléré ne peut plus t'offrir, la paix intérieure, la sérénité et un sens plus profond à cette étape de ta vie. Après des décennies à assumer des responsabilités, à prendre soin des autres et à affronter les tempêtes de l'existence, beaucoup d'entre nous atteignent un moment où le cœur murmure. Il est temps de se reposer, de guérir, de revenir à l'essentiel. Ce conte zen n'est pas une histoire de plus. C'est un miroir dans lequel tu pourras te reconnaître, une invitation à redécouvrir la méditation, la compassion et l'amour inconditionnel qui ont toujours vécu en toi, attendant d'être rappelés. À travers le voyage d'une femme qui, comme toi, est arrivée à la maturité en quête de réponses, tu découvriras la pratique bouddhiste ancienne de Metta, la bonté aimante et comment elle peut transformer tes matins, tes relations et ta manière d'habiter le monde. Car il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour éveiller le cœur. Respire profondément, trouve un lieu tranquille, et offre-toi ce cadeau, 8 chapitres qui te guideront pas à pas vers la paix mentale et le bien-être émotionnel que tu mérites. Chapitre 1, le jardin oublié. Elena avait 53 ans lorsqu'elle réalisa qu'elle avait passé la majeure partie de sa vie à entretenir les jardins des autres pendant que le sien restait à l'abandon. Assise dans le silence de sa maison vide, les enfants avaient quitté le nid, le mariage s'était terminé depuis des années et elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'était jamais autorisé, une profonde fatigue de l'âme. Ce n'était pas de la dépression, pas exactement. C'était plutôt l'écho de décennies passées à ne pas s'écouter, à repousser ses besoins, à vivre en pilote automatique pendant que le temps s'écoulait entre ses doigts. Un après-midi d'automne, en se promenant dans le parc pour chercher un peu de tranquillité, elle vit un vieil homme assis sous un arbre centenaire. Les yeux fermés, il souriait avec une sérénité qui semblait venir d'un lieu très profond. Cette image la figea. Ce n'était pas sa posture, ni même l'endroit. C'était cette paix qui l'irradiait, comme s'il portait en lui un refuge auquel le monde n'avait pas accès. Sans trop savoir pourquoi, Elena s'approcha et s'assit sur le banc voisin, se contentant d'observer. Lorsque l'homme ouvrit les yeux, il la regarda avec la tendresse qu'on réserve à un vieil ami. « Es-tu venu chercher ce que tu as perdu ?» demanda-t-il d'une voix douce. Elena sentit un nœud dans sa gorge. « Je ne sais pas ce que je cherche, » avoua-t-elle. « Je sais seulement qu'il y a un vide en moi. » Le vieil homme hocha la tête. « Le vide n'est pas ton ennemi. C'est l'invitation que ton cœur t'adresse pour rentrer à la maison. » Ces mots résonnèrent en elle pendant des jours. Rentrer à la maison. Quelle maison? Où se trouvait cet endroit où elle n'était jamais vraiment arrivée? Ainsi commença sa quête du mindfulness, de la méditation zen et de cette pratique spirituelle qui ne promettait pas de réponse, mais lui apprenait à habiter la question avec amour. Chapitre 2, le premier aube consciente. Elena avait passé des années à se réveiller avec de l'anxiété. Avant même d'ouvrir les yeux, son esprit déroulait déjà la liste des obligations, des inquiétudes, et cette impression persistante de « ce n'est jamais assez ». Mais ce matin-là, après sa rencontre avec le vieil homme du parc, elle décida d'essayer quelque chose de différent. Elle resta immobile dans son lit et prêta simplement attention à sa respiration. Inspiration. Expiration. La poitrine qui monte. La poitrine qui descend. Ce n'était pas facile. Son esprit résistait, sautant d'une pensée à une autre comme un animal en cage. Mais elle persista, revenant encore et encore au présent, ce seul lieu où la vie existe réellement. Alors, elle se souvint des mots du maître. Avant de regarder le monde, regarde-toi avec compassion. Elle posa une main sur son cœur et, bien que cela lui semble étrange, murmura doucement. Que je sois en paix. Que je sois libre de la souffrance. Que ma journée soit guidée par l'amour. Quelque chose se relâcha en elle, comme si une armure invisible commençait à se dissoudre. Il n'y eut ni lumière céleste ni révélation soudaine, seulement un soupir de soulagement et une pause dans le bruit constant de son esprit. Quand elle se leva enfin, le monde n'avait pas changé. Mais elle, oui. C'était sa première pratique de Metta, la bonté aimante bouddhiste, et bien qu'elle ne le sache pas encore, ce simple geste matinal allait devenir l'encre qui transformerait toute sa vie. Parce que le soin de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est le premier acte de conscience qui permet à tout le reste de s'épanouir. Chapitre 3, le miroir du pardon. Une semaine plus tard, Elena retourna au parc à la recherche du vieil homme.
Elle le trouva exactement au même endroit, comme si le temps n'avait pas de prise sur lui. J'ai pratiqué ce que vous m'avez dit, confia-t-elle. Chaque matin, je m'envoie des paroles bienveillantes. Mais, il y a quelque chose qui me bloque. Le maître la contempla en silence, avec une sagesse tranquille. Et qu'est-ce que tu n'arrives pas à te pardonner? La question la surprit. Elle ne s'attendait pas à une telle précision. Elena baissa les yeux. Les blessures émotionnelles qu'elle avait enfouies pendant des années commencèrent à remonter, les erreurs de mère, les mots jamais prononcés, ce qu'elle aurait voulu effacer, les décisions qui l'avaient éloignée d'elle-même. Je ne sais pas si je mérite la paix intérieure, murmura-t-elle d'une voix brisée. Le vieil homme sourit avec une infinie tendresse. Le pardon n'est pas une récompense. C'est une nécessité. Tant que tu porteras le poids de ton passé, tu ne pourras pas marcher librement vers ton avenir. Il lui enseigna alors une pratique, chaque matin, après s'être envoyé de l'amour, elle devait se regarder dans le miroir et parler à cette femme de 53 ans avec la même compassion qu'elle offrirait à une amie chère. Dis-lui, tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais. Je te pardonne. Je te libère. Elena commença dès le lendemain. Les premières fois, les larmes l'empêchaient de parler. Elle se regardait et ne voyait que reproches et regrets. Mais peu à peu, quelque chose se mit à s'adoucir. La méditation du pardon n'effaçait pas le passé, elle transformait la manière de le porter. Ce n'était plus une condamnation, mais un apprentissage. Et dans ce processus de guérison, Elena découvrit que l'amour de soi n'est pas de la vanité. C'est le fondement de toute paix intérieure. Chapitre 4 – Envoyer de la lumière à ceux qu'on aime. À mesure qu'Elena approfondissait sa pratique de pleine conscience, des changements subtils mais profonds apparurent dans sa vie quotidienne. Ses matinées n'étaient plus dominées par la précipitation ni la tension. Elle s'était créé un petit rituel, se réveiller, respirer, s'envoyer de l'amour, se pardonner. Puis, une étape de plus. Le maître lui avait dit : la bonté aimante ne doit pas rester enfermée dans ta poitrine. Elle doit circuler, comme une rivière qui s'assèche si elle ne coule pas. Pense à quelqu'un que tu aimes, lui avait-il dit, et envoie-lui ta lumière intérieure. Elena ferma les yeux. Le visage de sa fille apparut aussitôt. Laura, 30 ans, farouchement indépendante, et cette distance émotionnelle qui s'était installée entre elles sans qu'aucune ne sache comment y remédier. Avec une respiration consciente, Elena murmura : que tu sois en paix. Que tu sois en sécurité. Que ta vie soit remplie de joie. Elle ne le faisait pas pour obtenir quoi que ce soit. Ce n'était ni une manipulation, ni un contrôle. C'était simplement l'amour qui s'écoulait, sans condition. Et quelque chose de miraculeux arriva. Laura l'appela le soir même, sans raison particulière. Je ne sais pas pourquoi, maman, dit-elle, mais aujourd'hui, j'ai pensé à toi avec beaucoup d'affection. Elena sentit son cœur s'ouvrir. Le maître avait raison, l'énergie que nous envoyons ne suit pas de logique. Elle voyage, trouve son chemin et transforme ce qu'elle touche. Ce soir-là, avant de dormir, Elena étendit sa pratique. Elle envoya de l'amour à son ex-mari, à ses parents disparus, à ses amis de toujours. Et à chaque intention, elle se sentait plus légère, plus libre. Chapitre 5 – L'ennemi qui te libère. Le vrai défi arriva un après-midi, lorsqu'Elena croisa Martha au supermarché. Martha, son ancienne amie jusqu'à cette trahison douloureuse qui avait brisé leur lien. Des mots durs, des secrets révélés, une amitié enterrée mais jamais apaisée. Elles se regardèrent un instant, puis détournèrent les yeux, serrant leurs chariots comme des boucliers. Elena sentit la rancune, ce vieux poison familier, remonter à sa gorge. Mais cette fois, quelque chose en elle résista. Elle se souvint. Le pardon le plus difficile est celui qui te libère le plus. Ce soir-là, dans sa méditation, elle osa l'impensable. Elle visualisa Martha face à elle et, malgré la résistance de tout son être, commença à répéter : que toi aussi, tu trouves la paix. Que toi aussi, tu sois libéré de la souffrance. Au début, les mots étaient vides, mécaniques. Mais elle persista. Elle ne le faisait pas pour Martha, mais pour elle-même. Car elle comprit enfin, tant qu'elle nourrissait le ressentiment, Martha occupait encore une place dans son esprit,
lui volant son énergie vitale. Le pardon radical ne signifiait pas oublier ni se réconcilier. Il signifiait dire « Je n'ai plus besoin de souffrir pour cela ». Des semaines passèrent. Puis, un jour, elle recroisa Martha. Et cette fois, Elena put lui sourire un vrai sourire, sans douleur. Aucune parole ne fut échangée, mais tout avait changé. Le maître lui avait dit « Ta paix intérieure vaut plus que ton passé. » Et maintenant, elle en comprenait le sens. Le pardon conscient ne libère pas l'autre. Il te libère, toi. Chapitre 6, la communauté de l'éveil. Au fil des mois, la transformation d'Elena devint visible. Son visage rayonnait d'une sérénité nouvelle. Sa voix était plus posée, son regard plus présent. Une amie lui demanda un jour « Quel est ton secret ?»« J'ai commencé à pratiquer la méditation bouddhiste », répondit-elle simplement. Cette conversation en amena une autre, puis une autre encore. Bientôt, un petit groupe de femmes de son âge, toutes traversant la ménopause, la solitude, ou cherchant un sens à la maturité, commencèrent à se réunir chez elle le dimanche. Elles n'étaient pas des religieuses, ni des expertes. Elles étaient simplement humaines, cherchant un espace de guérison émotionnelle. Le maître du parc, invité par Elena, accepta de les guider. La pratique de méta est plus puissante lorsqu'elle est partagée, leur dit-il. Car l'amour que vous cultivez individuellement se multiplie lorsque vous le tissez ensemble. Chaque dimanche, elles s'asseyaient en cercle. D'abord, l'amour de soi. Puis, l'amour pour leurs proches. Ensuite, le pardon. Et enfin, la compassion pour le monde entier. Ce qui avait commencé comme un simple groupe de méditation devint une communauté de soutien à un espace sacré de vulnérabilité et de vérité. Elles découvrirent que vieillir consciemment ne signifiait pas se résigner, mais se libérer, guérir, se reposer dans la bonté du cœur. Elena regardait ses compagnes avec gratitude. Elle avait trouvé sa sangha, sa communauté spirituelle. Et ensemble, elles réécrivaient la signification d'un vieillissement empreint de grâce et de conscience. Chapitre 7, la maladie comme maître. Tout semblait s'harmoniser, jusqu'au jour où Elena reçut un diagnostic. Cancer. Précoce, traitable, mais le mot seul réveilla ses peurs les plus profondes. La première nuit, elle pleura. Non pas de désespoir, mais de tristesse pure et honnête. Et le lendemain, au lieu de s'effondrer, elle se souvint de sa pratique. Elle posa les mains sur son cœur malade et dit « Que je sois en paix. Que je traverse cela avec courage. Que mon corps se souvienne de sa capacité à guérir. » Le maître vint la voir. « La maladie n'est pas une punition, dit-il doucement. C'est un maître qui t'invite à vivre chaque jour avec plus de présence, à te rappeler ce qui compte vraiment. » Elena décida alors de voir son traitement non comme un combat, mais comme un chemin d'apprentissage. Chaque séance de chimiothérapie était accompagnée de méditation. Chaque douleur, accueillie avec respiration consciente. Et quelque chose d'extraordinaire arriva. Pendant que son corps luttait, son esprit devint plus fort. Elle apprit à vivre dans le ici et maintenant comme jamais auparavant. Chaque aube devint un cadeau. Chaque parole, un acte d'amour. Son groupe de méditation l'entoura de bienveillance. Elle méditait pour elle, prenait soin d'elle, soutenait son espoir quand le sien vacillait. Elena comprit alors. Méta n'est pas pour les jours faciles. C'est pour les jours où la souffrance frappe à la porte et où tu choisis de répondre avec amour plutôt qu'avec peur. Chapitre 8, le jardin qui était déjà là. 2 ans plus tard, Elena était de retour sur le banc du parc où tout avait commencé. Ses cheveux, redevenus blancs, brillaient au soleil. Le cancer était en rémission. Son âme, éveillée. Le maître s'assit à ses côtés. « As-tu trouvé ce que tu cherchais ?» Elena sourit. « Je n'ai rien trouvé de nouveau, » répondit-elle. « J'ai seulement retrouvé ce qui était là depuis toujours. » Voilà la véritable illumination, dit le maître. Ce n'est pas atteindre l'extraordinaire, mais reconnaître le sacré dans l'ordinaire. Elena comprit que sa quête n'avait jamais consisté à devenir quelqu'un d'autre, mais à se dépouiller du conditionnement, de la peur, de l'exigence. Le jardin intérieur qu'elle croyait perdu n'avait jamais disparu.
Il l'attendait, simplement. Chaque matin, elle se levait avec gratitude. La vie n'était pas parfaite, mais elle était présente. Sa pratique de bonté aimante était devenue son souffle même. Quand on lui demandait comment elle avait trouvé la paix, elle répondait : « Je n'ai rien accompli d'extraordinaire. J'ai simplement choisi, chaque matin, l'amour plutôt que la peur. La compassion plutôt que le jugement. La présence plutôt que la distraction. » Son groupe s'était agrandi. Plus de 20 femmes, toutes en quête de sérénité. Et chaque dimanche, Elena concluait la pratique par ces mots. L'amour n'est pas quelque chose que l'on possède. C'est quelque chose que l'on pratique. Et plus on le pratique, plus on découvre qu'il n'a jamais été séparé de nous. Le soleil descendait derrière les arbres. Le maître se leva. Mon travail avec toi est terminé, dit-il avec douceur. Maintenant, c'est toi, la maîtresse. Des larmes de gratitude coulèrent sur ses joues. Elle avait commencé ce chemin comme une femme brisée cherchant à combler un vide. Elle le terminait comme un cœur ouvert, ayant compris que la plénitude ne se trouve pas, elle se cultive. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton cœur reconnaît cette vérité. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard pour guérir. Il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour comme pratique quotidienne. La méditation méta ne demande pas d'années d'études ni de monastères lointains. Elle demande seulement ceci. Chaque matin, avant que le monde n'entre par tes sens, pose une main sur ton cœur et décide. Aujourd'hui, je choisis la bonté. Aujourd'hui, je choisis la paix. Aujourd'hui, je me souviens de qui je suis vraiment. Et avec cette simple décision, répétée jour après jour, ta vie commencera à se transformer. Non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Car le jardin de ton âme n'a jamais été mort. Il attendait simplement que tu recommences à l'arroser.